ne sait pas qui a frappé le premier, qui a été à l'origine justement de ce mouvement. Enfin, le plus important maintenant n'est pas qui a commencé, qui a appelé. Le plus important, c'est qu'est-ce que cela exprime. Et maintenant, enfin, la réalité sur le terrain. Alors, qu'est-ce que cela exprime? À mon avis, c'est un malaise. C'est un malaise d'une partie de la classe moyenne marocaine qui, voilà, enfin, qui est complètement, de plus en plus, une situation qui est difficile. Vous savez, enfin, la plupart enfin, de la classe moyenne marocaine, elle envoie ses enfants à des écoles privées, elle va se soigner dans des cliniques privées, etc. Il y a pas, on paye enfin, une classe moyenne qui estime qu'elle paye des impôts, mais il n'y a pas de retour sur ces impôts-là. Enfin, il n'y a pas une contrepartie. Donc, ça exprime un malaise social. Il y a aussi, enfin, c'est pas seulement les classes moyennes, mais aussi, enfin, même, vous savez, enfin, quand vous allez chez l'épicier, par exemple, ce qui est c'est un phénomène assez rare et assez particulier, c'est l'épicier qui vous demande est-ce que vous voulez une telle marque ou une telle marque. Et il vous pousse à ne pas prendre une des marques les boycottées. Donc, maintenant, ce qui est plus important, c'est que ce boycott a fonctionné. On le voit, on l'a vu par exemple le PDG de Danone, l'entreprise multinationale qui est venu au Maroc cette semaine pour vouloir comprendre, pour pouvoir trouver des solutions. Sauf que je ne pense pas que ça pourrait marcher parce qu'il n'y a aucune rationalité justement qui est derrière ce boycott. Il y a l'expression d'un malaise et non pas un but politique ou un but économique précis. Est-ce que ça veut dire, Akram, que le Maroc est devenu une poudrière sociale aujourd'hui? Je ne sais pas si le terme poudrière s'impose. En tout cas, c'est un pays qui a de grandes difficultés sociales. C'est un pays dont les autorités n'ont pas arrêté ces dernières années de parler d'émergence, de modèles, de vitrines. On voit que c'est remis en cause. Il y a un vrai problème de répartition de richesses. Et il y a un vrai problème de politique de développement. Comme le disait le confrère tout à l'heure, il y a quelques mois, le Maroc a été candidat pour organiser la Coupe du Monde de football, sujet très d'actualité de 2026. Il a échoué. Donc la question qui se pose, c'est quoi? On a les moyens d'organiser une Coupe du Monde, c'est-à-dire de fabriquer, de construire de nouveaux stades. On a les moyens de faire une ligne de TGV entre deux villes côtières du pays. Et on n'a pas les moyens de penser une vraie politique de développement dans une région qui, comme ça a été dit, est depuis longtemps marginalisée. Ça pose ce problème-là. Ça pose, à mon avis aussi, la question de la pérennité des institutions marocaines et de leur vision à long terme pour ce pays. Sarah ? Oui, j'emploierais pas le mot de poudrière. Je dirais qu'il y a des zones très éruptives, le Rif notamment. Mais en fait, depuis 2011, on attend toujours que le Maroc se révolte comme les autres pays et ça n'arrive jamais. Et on se demande pourquoi. On part faire des reportages et on interroge et on questionne la population. Et il y a quand même, je ne sais pas si c'est une spécificité marocaine, vous me direz, mais il y a un goût de la tempérance et aussi peut-être une notion plus accrue de ce danger islamiste qui est très présent aussi au Maroc. On le voit à Molenbeek où souvent ce sont des gens du Rif qui ont commis des attentats. Molenbeek à côté de Bruxelles. Molenbeek, oui, à Bruxelles. À Bruxelles. Voilà. Et donc on a l'impression aussi que ça étouffe un petit peu l'ardeur révolutionnaire, même si là évidemment on sent que le malaise social s'exprime par de nouveaux moyens. Ça c'est très intéressant, c'est très nouveau et que voilà, ça devient un mouvement politique, ce mouvement